Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma et d'audiovisuel. Moi c'est Cédric et comme d'habitude je suis avec Léandre. Salut Cédric. Salut Léandre et Martin. Salut les gars. Salut. Et aujourd'hui du coup, comme vous pouvez le voir, c'est notre troisième épisode filmé. On voulait remercier le studio Garnier qui nous accueille donc à Saint-Herblain. Donc merci à eux. Juste en petit rappel, du coup on a toujours la cagnotte qui est toujours en place, donc n'hésitez pas à venir participer pour nous aider, ça nous aide à faire ce genre d'épisode qui demande un petit peu de budget mine de rien. Les liens sont dans la description. Et du coup aujourd'hui on accueille Flavio Fernandez de Orage Studio, c'est ça ? Salut. Pour les auditeurs qui te connaîtraient pas, comment tu te présenterais ? Je m'appelle Flavio et si je me présente via mon spectre professionnel, je dirais que du coup j'ai créé un studio avec 4 amis, un studio de post-production, donc orienté VFX et 3D. Il y a de ça 4 ans, ça fera 4 ans au mois de septembre là. Et du coup c'est un studio à Paris qu'on a créé entre potes il y a 4 ans. On était 5 au début, maintenant on est une dizaine, entre 10 et 20. Et on fait des pubs, des clips et un peu de YouTube maintenant. Et voilà, si je suis très bref. Du coup, on creusera toutes ces questions-là ensuite, mais avant ça, du coup, je voulais revenir un peu sur ton parcours avant, tes études, ce qui t'a amené jusque-là, en gros. Si tu peux me raconter un petit peu. Ouais, si je sais pas jusqu'où je pars, mais si je pars de très très loin, j'ai toujours voulu faire du cinéma ou en tout cas des trucs derrière l'ordi, des effets spéciaux, du montage. Je savais pas trop exactement quoi, mais quand j'étais petit, je kiffais trop les films de science-fiction et notamment Star Wars. Et quand j'ai découvert les behind the scenes et tous les making-of autour des films de science-fiction, j'ai trop kiffé. Et surtout que j'ai compris qu'il y avait c'était un vrai métier, qu'on pouvait vraiment gagner de l'argent avec ça, donc j'étais en mode comme un ouf. Donc je crois que depuis le collège, un truc comme ça, j'ai voulu un peu travailler là-dedans, je sais pas trop comment. Et après, du coup, j'ai réussi à faire une école de cinéma, du coup, avec les gars à Nantes, Ciné Creatis. On s'est rencontrés là-bas. Donc c'était en 3 ans, et tout de suite après mon école, en fait, je suis monté à Paris pour faire un stage. Du coup, j'ai fait un stage dans un studio de post-production directement qui s'appelle Cocolab, qui est un petit studio indépendant qui font des pubs. Et du coup, là-bas, j'ai pas mal appris le monde pro et comment ça se passait un peu dans le petit milieu parisien en vrai. Et après mon stage, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans de freelance, donc à tourner entre les différents studios. Et du coup, j'avais pas mal de potes de promo aussi qui étaient montés à Paris avec moi, qui je comptais de se voir, on se parlait et tout. Et à un moment, on s'est tous retrouvés un peu sans travail parce que les projets venaient de se terminer ou certains avaient terminé leur stage. Du coup, c'était un peu genre alignement des planètes. Du coup, on s'est dit, vas-y, let's go, on allait travailler ensemble, on va essayer de faire une boîte. On savait pas trop ce que ça voulait dire ni ce que c'était, mais voilà, on s'est dit, on veut juste travailler ensemble, quoi. Donc voilà, on s'est dit, on va monter un studio et on verra. Et on a eu de la chance et ça a marché. En gros. Trop bien. Pour revenir un peu en arrière, dès le début de l'école, tu savais déjà que tu voulais faire de la post-prod ou comme nous tous, tu avais envie d'être réalisateur T'étais très post-prod, je crois. Ouais, en fait, j'étais pas trop dans le truc réalisateur parce que bizarrement, c'est plus venu après, grâce à l'école, je pense. Mais au tout début, moi, avant l'école, je faisais avec Léo et tout, on faisait pas mal de montage sur YouTube, genre d'edit call-off pour ceux qui ont la ref. Et du coup, c'était déjà derrière un ordi à faire des effets spéciaux sur After Effects et des trucs comme ça. Et pour moi, je voulais faire du montage. Enfin, je pensais que ça, c'était faire du montage. Et du coup, je suis un peu arrivé à l'école en mode j'ai envie de devenir monteur, faire du montage. Et après, grâce à l'école, j'ai un peu compris, j'avais jamais fait de tournage de ma vie, ni vu ce que c'était. J'ai un peu capté que c'était stylé. J'ai vu après la différence entre monteur et VFX et tout. Et je pense après, grâce à l'école, j'ai pas mal appris ça. Et du coup, j'ai compris ce que j'aimais, c'était faire des effets spéciaux. T'avais pris la section post-prod, parce que je crois qu'on en a déjà parlé, mais à Ciné Creatis, il y avait image, prod et post-prod. C'est ça. Et toi, t'es parti direct en post-prod après, quoi. Mais en gros, il y a 1 an où c'est généraliste, commun. Du coup, on apprend vraiment les bases, un peu ce que c'est un tournage, ce que c'est un montage, tout ça. Je m'en rappelle, ouais. Juste fait cette année. Il y a des VFX à Ciné Creatis ? Post-prod, ouais. Post-prod, tu pars en 2e année, tu choisis, et puis quand tu prends post-prod, tu pars dans des VFX, tu pars dans plein de choses, même du son aussi, je crois. C'est dans cette section-là que tu fais le son. C'est ça. En fait, c'est en milieu de 2e année où tu dois choisir une des filières. Et c'est à partir de là où vraiment les gens se regroupaient par filière et tu prends vraiment ton domaine. Parce qu'avant ça, tu testes un peu tout, quoi. Tu testes pour savoir un peu ce que t'aimes et apprendre tous les métiers, quoi. Du coup, c'est quoi concrètement ton métier ? Au quotidien, du coup, à toute base, c'était graphiste. Donc, quand on a commencé, on était du coup on était 5, donc les 5 fondateurs de la boîte. Et du coup, on essayait de choper des petits contrats et on faisait nous-mêmes les plans. Donc, on fait les plans en 3D, on reçoit les rushs, on les trucs.
Je sais pas si je dois rentrer dans le détail exactement si, complètement, vas-y, carrément. Bah, dans le détail du workflow. Ouais. Bah, en gros, si je fais à la base de la post-production, si je résume vraiment tout, c'est ce qui est après le tournage. Donc on reçoit donc les rushs du tournage, donc brut, et nous on s'occupe de tout pour livrer le film fini qui peut être diffusé sur les réseaux sociaux ou en télé ou au cinéma. Prêt à diffuser, quoi. Prêt à diffuser. Et du coup, il y a plein d'étapes pour ça. Donc la première étape, c'est le montage. Donc tout le monde, ça visualise un peu plus ce que c'est le montage, mais récupérer tous les rushs, les cutter au bon moment pour trouver le rythme, refaire le storyboard, voilà. C'est un peu la toute première étape. Et à partir de ça, nous, on a une beaucoup plus longue étape qui est un peu plus l'étape de l'ombre, où là, on fait tout ce qui est effets spéciaux. Et ça, il y a pas mal de trucs différents en fonction des projets. Il peut y avoir des gros effets, que tout le monde peut voir, comme faire un dragon, ou créer un truc en 3D immense, où là, tout le monde voit ce que c'est d'effets spéciaux. Mais la plupart du temps, il y a quand même pas mal de choses un peu invisibles. Ça peut être supprimer des perches qui sont dans le champ. Ça peut être refaire un bâtiment parce qu'il n'y a pas les droits de tel artiste, du coup il faut modifier un peu le bâtiment. Et en fait, c'est plein d'effets dans plein de plans qui ne se voient pas forcément. Et le but de notre métier, c'est justement de faire des effets qui ne se voient pas. Donc ça, on récupère vraiment le rush natif et on fait en sorte de faire nos effets sur ce rush natif pour que, en fait, une fois qu'il sera étalonné, ça ne se voit pas du tout. Et ça, c'est la plupart des effets. Le but, c'est de faire ça. Il y a aussi pas mal maintenant qui est un peu à la mode depuis un an de faire des transitions un peu en 3D entre deux plans et on passe par exemple dans une serrure et du coup ça raccorde entre deux parties, enfin voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Du coup c'est un peu un mix de techniques entre, on différencie pas mal le composting 2D et la 3D. Et en fait le composting 2D c'est vraiment depuis l'image, donc c'est sur After Effects ou sur d'autres logiciels comme Nuke qui est un peu plus pro on va dire. After Effects est plus connu de tout le monde. Et en gros le composting 2D c'est vraiment tout se passe en 2D. Et du coup, sur l'image brute, on essaye de rajouter des images, venir intégrer des effets. Il y a plein de méthodes qui permettent de créer des effets. Et après, la 3D, c'est vraiment dans un autre logiciel, où là, on fait vraiment de la 3D, on peut commencer de rien du tout. Et on crée vraiment des choses tout en 3D, que là, on va venir rajouter la lumière, faire les textures, le modéliser comme on veut. Et le tout en fonction de la référence du plan qu'on a de base, pour venir l'intégrer, ou des fois recréer toute une scène en 3D. Enfin voilà, il y a plein de trucs différents. Sur Blender ? Et nous, on bosse pas mal sur Blender, pour la 3D. C'est un peu ça fait partie des métiers un peu ingrats, justement, le truquiste de les choses qu'on voit pas, tout simplement. Et quand c'est bien fait, on s'en rend pas compte et du coup, c'est un peu ingrat. Et quand c'est mal fait, justement, là, on s'en rend compte. Et, oui. Moi, je trouve ça cool quand les gens ils le voient pas, je trouve ça encore plus. C'est plus satisfaisant que d'avoir les compliments. Des fois, il y a des gros effets qu'on voit pas forcément. Ou par exemple, juste pour faire un raccord dans une rue, s'il y a un problème de tournage, on va peut-être, des fois, il y a quelqu'un qui tourne en fond vert. Par exemple, on a tourné 2 rues vraiment en réel, et le plan d'après, ils ont tourné genre la semaine d'après, du coup, il a plu. Donc, en fait, ils ont tourné sur fond vert. Il faut recréer du coup toute la rue qui avait déjà été shootée. Et du coup, dans le flow du film, tu le vois même pas. C'est genre. Pour toi, c'est normal. Et du coup, ça, quand tu vois ça et que les gens sont en mode il n'y a pas d'effets spéciaux sur ce film, t'es en mode. Et tu refais en 3D et tu l'as pas vu. C'est génial. Ça, si ingrat, je trouve ça assez cool en vrai. Ça, j'avais capté. Ça, je me rappelle, je sais plus si c'était à Ciné, mais on avait taffé sur Mindhunter, la série où justement, c'est que là, j'avais un peu plus capté le monde des effets spéciaux dans le sens où c'est pas des choses spectaculaires forcément, c'est pas des choses. Qui ont vocation à être irréalistes ou quoi, mais c'est justement recréer les rues, enlever une maison ou tout ça. Et Mindhunter, cette série, elle est trop bien pour ça, il me semble. Comme plein d'autres, mais j'ai cet exemple-là en tête, quoi. Carrément. Et quand on te demande du coup ce que tu fais dans la vie, tu réponds VFX artiste, graphiste Je dis que j'ai un studio de post-production, je pense généralement. Parce que du coup maintenant, je fais toujours du coup les plans parce que j'aime bien mettre vraiment le nez dans les plans et toujours faire mon métier de graphiste. Mais c'est vrai que vu qu'on a commencé à avoir des équipes et on est généralement en gros on est 3 leads. Donc en fait les leads ceux qui prennent des projets et qui ont des équipes. Et du coup généralement on a 4-5 personnes avec nous qui sont du coup graphistes 3D ou VFX. Et en fait on gère le projet du début à la fin. Et du coup c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et je pense que ma journée c'est un 50-50 entre gestion des clients, des plannings, checker que tous les plans vont bien, passer voir les gens pour leur donner des conseils ou les orienter en fonction de ce que le réalisateur veut faire et faire les plans concrètement. Du coup, est-ce que tu peux nous parler concrètement de ce que c'est Orage Studio ? En gros, le genre de projet sur lequel vous bossez Ouais. Peut-être pour préciser ce que j'ai dit avant, il y a une facette du métier que j'ai un peu oublié de parler qui est assez cool. Parce que du coup, j'ai dit que la post-production commençait du coup juste après le tournage, mais grâce à notre studio, nous on est impliqués en fait avant le tournage et ça qui est assez chouette. En fait, les producteurs et les réalisateurs ils viennent nous voir avec leurs projets généralement avant qu'ils tournent pour nous expliquer les effets qu'ils ont en tête. Et en fait, nous, on réfléchit avec eux, des fois même jusqu'au découpage, comment faire l'effet pour qu'il marche le mieux possible.
Donc c'est pas juste on reçoit les rushs et on se débrouille, c'est vraiment on les accompagne dès le début de comment tourner, et après on essaie le plus possible d'aller sur les tournages aussi. Donc on a pu faire des gros tournages aussi sur des gros projets où on vient et on a une plage assez privilégiée puisque y a que nous qui savons notre métier. Du coup sur les tournages on met des fois les trackers que vous voyez dans les making-of, ou on leur dit peut-être faut filmer comme ça serait mieux, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'anticipe pas forcément en pré-prod et qu'on découvre au tournage, que ça soit un axe de lumière qui peut mieux marcher, que ça soit un acteur qui passe devant un objet 3D qui peut être chiant, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup on est vraiment là dès le début, et ça nous permet, quand on arrive aussi en post-production, quand on reçoit tous les rushs, en fait on était là, donc on sait comment ça a été tourné. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, et on sait du coup encore mieux accompagner toutes les équipes qu'il y a après, et on sait, en fait on suit vraiment le projet du début à la fin. Et ça qui me fait aussi kiffer dans le métier. Plus que juste faire le plan de... T'es en direct... Vas-y. T'es en direct avec les équipes d'image, tout ça. Il n'y a pas de confrontation vis-à-vis de ça, parce qu'en soi, la technique que vous imposez, entre guillemets, va peut-être changer l'artistique, certaines choses. Ça se vit bien. Ça dépend des projets en vrai. Globalement, ça se passe toujours bien, mais vous voyez un peu de quoi je parle, mais les tournages, c'est souvent un peu speed. Et les gens, les effets spéciaux, ils s'en fichent un peu, quoi. Le on verra ça en post-prod, c'est quand même pas tant rapide que ça. Ouais. Et même si on en rigole beaucoup sur le tournage, c'est quand même pas tant rapide que ça. C'est quand c'est dans le speed et qu'il faut rentrer le plan, quand moi j'arrive en mode là c'est pas bon pour moi, je suis désolé, ça marchera pas, ils sont en mode tu te débrouilleras, quoi. Enfin, globalement, il faut comprendre que là on a plus le temps, on enchaîne. Et ça dépend des équipes sur qui tu tombes aussi, j'imagine, et du projet. Et après derrière, ça viendra se plaindre en mode merde. Voilà. Du coup, c'est un peu toujours une discussion, et c'est vrai qu'il y a un peu un côté politique qui est un peu des fois pas facile, ça dépend toujours des équipes, mais c'est vrai que les gros tournages où il y a 50-60 personnes à l'étranger, et un peu dans le speed, et ça parle anglais et tout, c'est vrai que c'est un peu plus dur de s'imposer, sauf quand en plus on est jeune, on vient d'arriver, voilà. Mais non, c'est... De manière générale, les réals et les décisionnaires, ils sont quand même de plus en plus initiés à la post-prod, tu vois. Je pense qu'il y a encore 10-15 ans, tu devais avoir des gros deltas, quoi, entre les nouvelles techniques de post-prod qui arrivaient, qui sont démocratisées et tout, avec les vieux réalisateurs à l'ancienne. Devait y avoir vraiment un dialogue plus compliqué que maintenant, je pense. Je pense que maintenant, ils sont un peu tous initiés quand même. Enfin, tu vois, tu parlais de YouTube. Ouais. Je pense que les réals avec qui vous avez travaillé dans le YouTube game, ils sont initiés au VFX, ils savent ce que vous allez faire, ce que vous faites, ils sont même impliqués. Il n'y a pas de mais qu'est-ce que tu vas faire, on comprend pas, tu vois. Je pense que un peu plus qu'avant, peut-être, je sais pas. Du coup, j'étais pas là avant, donc je sais pas trop, mais j'imagine. Les réalisateurs, généralement, ils sont plutôt au fait des effets spéciaux, et eux, ils viennent nous voir. Enfin, on se parle beaucoup avant, parce que eux, ils veulent faire le meilleur effet pour leur film. Et du coup, généralement, ils viennent nous voir parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait comme effet, et du coup, ils nous écoutent pas mal pour réussir à avoir le même résultat dans leur film. Mais c'est plus, eux, ils sont pas décisionnaires sur les tournages, entre guillemets, avec tous les techniciens, et c'est vrai que des fois, tu peux embêter des techniciens à bouger un reflow qu'ils ont mis 1 heure à installer, un truc, et c'est vrai que ça peut... Enfin, on parle pas qu'avec le réalisateur, mais oui, on a cette chance-là d'être hyper proche du réal, généralement, parce que c'est lui qui nous veut sur son film. Et du coup, on est vraiment derrière lui au retour, alors qu'il y a plein de monde qui n'ont pas le droit même de fois de voir le retour. Donc c'est un peu un luxe. Et du coup, quand on dit un truc, si le réal est pas trop dans le jus, il nous appuie. Et voilà, quoi. En soi, le réal, il imagine le projet en considérant les effets spéciaux et notamment les projets YouTube. Je dirais, il y a énormément de 3D, quoi. Genre, c'est dans ceux que vous avez fait, je pense même à la pub de Squeezie pour la boisson. Mm-hmm. Ouais. Genre, juste si le réal, en fait, il te donne pas cette place-là, le storyboard tout court, il est pas possible. Pas faisable, quoi. C'est pas comme si c'était des ajouts ou alors des suppressions ou des choses qui se verront un peu plus tard ou vous arrivez plus en tant que secouriste. Je veux dire. C'est ça. Quand c'est direct dans la créa, dans la DA, la 3D, heureusement que justement ce soit considéré. D'autant plus que les films comme ça, on en fait de plus en plus qui sont principalement tout en 3D. Ouais. Là, il y a même pas de tournage, enfin là il y en avait un petit peu, mais genre c'est principalement de la 3D, et du coup là il y a que nous et le réal, et du coup là c'est vraiment cool parce que on discute ensemble, lui il nous dit un peu ses plans, nous on dit ce qui pourrait mieux marcher aussi avec notre œil de graphiste 3D, et ça c'est vraiment une collaboration, c'est vraiment chouette parce qu'on est vraiment libre artistiquement, on a plein de choses à proposer un peu, en fait on fait un peu chez FOP, on fait un peu tous les postes de tournage, mais on les fait nous, du coup c'est trop chouette. Puis même en post-prod, ce que vous allez tâtonner, toucher dans les paramètres de votre post-production, il y a énormément de choses qui touchent à l'artistique, quoi. C'est
C'est vraiment chouette. Le choix des textures, les couleurs, la lumière, plein de choses. Genre c'est ça en fait, c'est un peu comme si on était chef déco des décors, on faisait aussi les accessoires, la lumière, styliste, on fait un peu tout. Et dans ces moments-là, le réalisateur ou le directeur artistique ou quoi, il est aussi impliqué que pendant le tournage. Bon, ça dépend, il y en a qui... Pour le cas de Ciao Kombucha, la pub avec Squeezie, ça du coup, le réalisateur connaît vraiment bien la 3D, il est assez impliqué. Ouais. Puis il a été choisi aussi pour... voilà, c'est ça. Il travaille avec Squeezie depuis longtemps, donc ils se connaissent très bien, il sait très bien les attentes qu'il y a besoin sur ce type de projet. Donc il connaît très très bien la 3D, donc ça c'est trop cool de travailler avec lui, parce qu'il comprend ce qu'on lui dit. Ouais. Donc là il y a vraiment une conversation. Donc généralement on commence par des dessins, on lui envoie dans quelle direction on veut aller, après on s'échange beaucoup de refs, de quelle lumière on veut faire, quel type de texture. Lui nous dit les types de plans qu'il aimerait, et après on fait un peu un mix de tout ça et on crée le plan, quoi, et voilà. Et après il y a d'autres réalisateurs où là c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément l'expérience de post-production, et du coup il y a des choses qu'ils aiment bien et ils nous disent, ils n'ont déjà pas le vocabulaire, donc c'est plus compliqué de se comprendre. Et du coup il y a des choses qu'ils aiment bien, qu'ils nous montrent, on essaye de leur proposer, ils disent qu'ils n'aiment pas mais ils ne savent pas quoi exactement. Bon voilà, après on essaye toujours un petit peu d'éduquer, de faire comprendre, et ça dépend des projets. Du coup, là, on est déjà pas mal dans le détail, mais juste à la base, sur quel type de projet vous tournez avec Orage Studio ? Parce que du coup, je pense que les auditeurs savent moins bien que vous deux, les gars, sur quel projet vous tournez. Donc, vous parlez déjà de Squeezie et tout, mais si tu peux un peu élaborer sur... Nous, on fait principalement de la pub, en vrai. Donc, tout type de pub, pas mal de choses qui sont du coup sur les réseaux sociaux pour n'importe quelle marque, des petites marques ou des grosses marques. Des pubs télé aussi. Et aussi on fait des clips, donc de moins en moins, ça se perd un peu le clip, mais on a fait pas mal de clips aussi pour des gros artistes, des plus petits, voilà, c'est un peu varié. Et depuis un an, du coup, on commence un peu à faire du YouTube, parce qu'il y a de plus en plus, ça se professionnalise de plus en plus le monde d'Internet, et il y a de plus en plus de demandes en VFX, en 3D, et voilà, globalement. On a le droit de citer des noms ou... Ah oui, totalement. Parce que c'est juste histoire peut-être que les auditeurs se rendent compte. J'en avais noté quelques-uns. Adidas, Netflix, Jean-Paul Gaultier, Puma, McDo. Il y avait des artistes comme OS, Squeezie, Noxtag, SCH, DC's, Martin Solveig, Moby, entre autres. J'en ai même pas cité la moitié. Voilà, juste pour... Donc quand même des gros projets, hein, quand même avec des beaux artistes, donc ça doit être... passionnant, je pense. Ouais, pour les clips, c'est ça qui est le plus cool, c'est de rencontrer des gens dont t'es fan et tout, et de pouvoir leur parler. Et généralement, ils sont aussi un peu passionnés, en tout cas curieux de ce que c'est les effets spéciaux et les VFX. Du coup, on est souvent amené à leur parler directement. Et c'est vrai que c'est un vrai luxe où on se rend compte que c'est assez ouf, parce que c'est un projet entre copains. Et par la force des choses, on a eu de la chance, on se retrouve à travailler sur des projets avec des célébrités de fou, et de leur parler et se rendre compte qu'en fait ils sont globalement tous sympas, et que c'est globalement tous des humains normaux. Globalement. Toujours des exceptions, mais... C'est eux qui vous contactent directement, du coup Non, généralement c'est l'artiste a un label, le label veut faire un clip, du coup contacte une boîte de production, et la boîte de production a besoin de faire des effets spéciaux, du coup nous contacte nous. Parce qu'ils savent ce que vous avez déjà fait aussi. C'est ça. Maintenant vous avez une belle bande démo. Oui, une belle bande démo. Oui, c'est ça. En fait, c'est un milieu assez petit au final, le milieu de la post-production à Paris. Il n'y a pas tant de boîtes de post-production qui fait tout de A à Z et qui a une vraie expertise en 3D VFX. On est peut-être une dizaine, je dirais. Enfin, je connais pas tout le monde évidemment, mais voilà, donc c'est assez un petit milieu, donc c'est ça qui est cool. C'est dur d'y rentrer, mais une fois qu'on est dedans, il y a pas mal de projets quand même. Et puis que le taf soit surtout hyper bien fait. Et que ce soit valorisé. Tu vois, je pense dans Kaizen, la séquence 3D, votre transition dans la semelle de chaussure. Elle a fait parler cette transition, quoi, genre vraiment. Et ça doit être ultra valorisant de se dire, en fait, 3 ans plus tard, vous vous retrouvez à avoir justement plein de bons artistes, et que c'est pas un parcours de 15 ans qui vous ont amené à avoir petit à petit une personne qui après a dit oui pour un autre truc, etc. Genre ça arrivait hyper vite. Ça va très vite. Ouais. Donc oui, peut-être pas beaucoup de concurrence, beaucoup de talent aussi, mais c'est allé vite, quoi. Ça a été très vite, et je pense que on travaille dur et on essaie d'être sérieux dans ce qu'on fait, ça c'est sûr. On a quand même eu beaucoup de chance, je pense, parce qu'il y a plein de gens talentueux qui ont moins de chance que nous et qui n'ont pas des projets aussi gros que ce qu'on a. Surtout que nous on s'est lancé vraiment, on n'a pas eu un plan de carrière en mode on va faire ça, en 3 ans on aura ça, c'est vraiment on veut faire des effets spéciaux entre potes. Et en fait, comme on a eu de la chance au tout début, c'est parce qu'on travaillait en tant que graphiste dans déjà des plus grosses boîtes de post-production. Ouais. Et avec qui on s'entendait très bien avec les patrons de ces boîtes-là, et je pense qu'on était des bons éléments dans ces équipes-là.
chacun respectivement. Et du coup, quand on s'est associés, les gens, on est parti du coup de ces boîtes avec qui on travaillait, et du coup les anciennes boîtes nous ont un peu appelé en mode on a des effets un peu compliqués à faire, qu'on sait pas faire nous, du coup est-ce que vous pouvez les faire, et du coup on nous sous-traitait un peu leur travail. Du coup ça fait que dès le début on a eu des gros noms un peu de luxe, genre Jean-Paul Gaultier ou McDo, c'était un peu dès le début, et du coup quand il y a une toute petite boîte qui fait déjà des projets avec c'est un peu un label de confiance quoi, pour les autres, c'est clair. Et du coup ça nous a un peu donné la chance de maintenant voler nos propres ailes et tout. Donc ça, on a eu de la chance de ouf. Je pense que c'est pas lié au talent du tout, même si on travaille dur et qu'on fait ça avec sérieux. Je vous aurais pas appelé vos anciens patrons si jamais c'est ça. Vous aviez pas bien travaillé. Et il y a un côté humain aussi. Le travail parle aussi de lui-même. N'hésitez pas à aller voir aussi sur le site internet. Bah puis le nom quoi, le nom Orage Studio, genre tout simplement ça claque. Ah ouais. Merci. Non mais c'est vrai, Orage Studio. Et moi je me rappelle de la première bande démo quand vous avez sorti, vous avez fait un petit teasing avec, allez voir justement sur leur Instagram, peut-être remonter un peu loin du coup pour aller voir les premiers trucs. Mais le premier teasing, la première bande démo avec full 3D, pas énormément de projets du coup, mais il y avait quoi ? Il y avait que des projets que vous avez fait pour la bande démo, c'était plus une sorte de... C'était un peu un mix de plein de choses. Il y avait parce qu'on a fait pas mal de projets perso de notre côté aussi. Vous avez mélangé. On a mélangé projets perso, des plans sur lesquels on a travaillé en tant que graphiste, des plans qu'on avait juste fait pour la bande démo aussi. Enfin, on avait un peu un mix de tout. Et ça se ressent que vous aimez même écrire, que vous aimez l'image, la mise en scène, ce genre de choses. Et c'est ce qui, je trouve, moi, sortait beaucoup de votre première bande démo et même de vos projets plus tard. C'est le truc, c'est pas juste une bande démo avec des extraits de compositing ou ce genre de choses. Il y a vraiment un univers, il y a plein de choses et vous êtes allé à fond. Je trouve ça trop cool. Bref, mérité quoi. Bah merci. Et je me demandais du coup comment vous avez formé un peu l'équipe en fait. Genre c'est que des potes d'avant ou c'est... Ouais. Bah du coup l'équipe c'est Lola, Raphaël, Léo, Louis et moi, enfin les 5 fondateurs. Et on est tous copains d'école de ciné. Pour Léo on est potes depuis qu'on est en primaire, donc on se suit depuis très longtemps. Raph, j'ai rencontré au lycée, donc on se suit aussi depuis longtemps. Et après, du coup, Louis et Lola, on les a rencontrés à Cinécratis, donc l'école de cinéma. Et après, comment on s'est organisé, on n'a pas réfléchi qui faisait quoi, quand. C'est vraiment, on était un groupe de potes et on s'est dit on va monter une boîte. Et nous, on était 4 graphistes de base, plus Lola qui, elle, qui a fait la section prod à Cinécratis, qui fait plus la production. Donc on s'est dit, on est 4 graphistes, il y a quelqu'un qui va gérer la prod, globalement ça va le faire, et puis voilà. C'est génial. On parlait du métier de l'ombre, j'ai rarement vu un effet spécial, en tout cas dans YouTube, qui a été autant mis en avant. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a tourné en boucle là, cette séquence de la chaussure. Et du coup, c'est trop stylé. En 3 ans, le métier de l'ombre est sorti de l'ombre. Tu vois, c'est trop cool. Cette transition, c'est hyper drôle parce qu'en fait, on en fait souvent des transitions comme ça. Elle est très bien. C'est pas pour dénigrer la transition, mais on en fait souvent dans plein de projets. C'est pas le plan le plus exceptionnel. C'est l'aura du projet. C'est l'aura du projet, et je crois qu'il y a eu pas mal de gens sur TikTok qui l'ont republié. Je pense qu'il y a un peu un truc d'effet de groupe où c'était stylé de dire que c'était stylé. Enfin, je sais pas trop pourquoi. Puis ça part d'un projet d'un influenceur sur les réseaux sociaux, donc forcément. Et c'est une portée internationale aussi. Genre Kaizen, c'était le monde entier, quoi. Ça a été doublé en anglais, etc. J'ai eu pas mal de médias aussi américains en parler, quoi. Donc là, on s'est rendu compte que c'était un truc de ouf, c'est quand il y a des gens sur YouTube qui font des vidéos tuto refaire la transition Kaizen. C'est un truc de fou, genre. Mais à Liège, j'ai vu des top 10 des meilleures transitions de l'histoire ou un truc comme ça. Genre, t'as des... Sur Instagram. Je crois qu'il y a Canal+ qui a fait un post les meilleures transitions. Je crois que c'est Canal+ qui a fait ça. Et t'as, Loss dans 2001, le lycée de l'espace. T'as ça et t'as Kaizen quoi, avec votre transition. C'est un truc trop bête où ils ont juste voulu surfer sur la vague pour aussi faire des likes. En fait, tout le monde a voulu surfer sur la vague, je pense, et du coup... Mais tant mieux, enfin, c'était gravement... C'est valorisant. Oui, de ouf. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est vraiment, du coup, Léo qui l'a fait tout seul, je pense, en une semaine, tu vois. C'était un peu le petit projet annexe qui nous a kiffé. Du coup, c'est très marrant que, genre, tout le monde en ait parlé et tout. On l'a appelé le mec de la transi pendant 1 an. Le mec de la semelle. Tiens, en parlant de durée, est-ce que tu peux nous parler un petit peu... quelque chose qui est très, très spécifique à la post-production, aux effets spéciaux, c'est la durée des projets. Parce que vous, du coup, vous travaillez que sur des projets d'ultra long terme, enfin quasi, je pense. En tout cas, dans ceux qu'on a cités là, les grosses pubs, les gros projets, c'est des projets qui durent sur combien de temps à peu près En fait, ça dépend vraiment... Nous, on n'a pas du tout la même... Parce que du coup, dans la post-production, il y a aussi tout le côté fiction.
Du coup, film, série, que nous, on n'est pas du tout dans cette branche-là. Et là, c'est vraiment des longs délais de 6 mois, voire des productions d'1 an des fois. Nous, c'est assez court en vrai. Généralement, en moyenne, je dirais que c'est 2-3 semaines en comptant le montage. Donc ça va quand même assez vite. Et après, il y a des projets des fois qui s'éternisent un peu parce que beaucoup de retours clients, ou parce que c'est vraiment des gros effets, ou parce que c'est un clip très arty, du coup on va vraiment chercher l'effet pointu, précis. Mais généralement, non, en 2-3 semaines, on arrive à faire des grosses choses. On prend des équipes assez grosses et c'est... En fait, le milieu de la pub va assez vite quand même, parce qu'ils sont toujours pressés et du coup, Oui. Voilà. Comment vous évitez les retours clients ? Est-ce que dans le workflow, je sais pas, quand vous faites du compositing par exemple, vous envoyez avant des screenshots, tu vois, des pré-rendus ou des choses comme ça avant de bosser un truc final ? Est-ce que les clients de manière générale arrivent à se projeter sur un rendu ? Ou je veux dire sans les textures, sans la lumière, tout ça, ou comment ça se passe sur ça à la pré-prod de la post-prod entre guillemets quoi ? Nous pour les retours très spécifiquement, on dit le nombre de retours qu'on aura et s'il y en a en plus, il faudra payer en plus parce que sinon ça peut être infini. Donc ça on dit avant les nombres de retours et après si c'est juste des effets spéciaux simples genre cleaner quelque chose où il n'y a pas trop d'artistique en fait, ça on n'envoie rien avant, juste on fait notre métier techniquement pour qu'il soit propre et bon là ils ont toujours des retours s'il y a besoin mais généralement il n'y a pas trop de retours sur ces trucs là parce qu'il faut juste que ce soit propre techniquement. Et après les films où il y a quelque chose à créer vraiment artistique, créer une mascotte pour la marque ou une lumière bien spécifique, un plan entièrement en 3D où là il y a plein d'aspects à discuter. On a pas mal de phases de validation avant où on essaie de vraiment, tant qu'on n'a pas validé une étape, on n'avance pas à l'étape d'après. Donc on valide d'abord le mouvement de la caméra, à quoi ça va ressembler. Donc il n'y a pas de texture, c'est juste comme un storyboard animé un peu. Après on valide les rêves de lumière. Après on valide à quoi va ressembler les persos avec du stylisme, avec des dessins ou des fois on les fait un peu en 3D mais très rapidement pour vraiment valider chaque étape. Et comme ça après une fois qu'on fait le plan, ce qui prend le plus de temps, on a déjà validé tout ce qu'il y a avant. Et du coup s'ils sont pas contents par exemple du mouvement de caméra, parce que des fois c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à se projeter. Ce que je peux comprendre parce que c'est des fois un peu dur de se projeter quand on voit un truc en 3D moche avec juste des cubes et se dire ok là ce serait une ville. C'est vrai que ça peut être compliqué. Mais du coup nous on s'est sécurisé en mode vous avez validé ça, du coup si jamais vous aimez pas et qu'on est déjà à l'étape de créer le plan, faut repartir à cette étape là, du coup faut redu planning et repayer. Et ça c'est du workflow, c'est de l'orga en post-prod et tout ça. Voilà c'est ça. Mais du coup on essaie de bien segmenter. Enfin c'est des choses qu'on a appris... Oh pardon. On essaie de bien segmenter, c'est des choses qu'on a appris vraiment au fil du temps. Au début, t'es beaucoup plus à l'arrache où on était vraiment graphiste 3D de faire vraiment notre plan le plus beau. Du coup, on allait direct dans notre plan, on le faisait, on envoyait. Et mais en fait, il faut faire de nuit et en fait, c'est pas la bonne ville. Et du coup, ok, je recommence tout. Non, vous sécurisez absolument tout. Voilà. Donc maintenant, on a appris, c'est l'expérience un petit peu. Ce qui fait que vous êtes une équipe aussi, c'est le cadre, quoi, la rigueur et tout ça. Parce que oui, un graphiste 3D solo en freelance. Peut-être que justement, il aura son orga à lui et que des fois, il peut oublier certaines étapes ou quoi, mais... C'est ça. Et du coup, tu mentionnais Star Wars tout à l'heure. Je voulais savoir d'où te vient cette passion du VFX, en dehors de Star Wars, admettons, et si tu as des artistes qui t'inspirent ou des films qui t'ont inspiré, à part si c'est que Star Wars. Mais... après, je pense qu'une fois que j'ai eu... Au tout début, je pense que c'était vraiment Star Wars. Vraiment, quand j'étais petit, j'étais ultra fan. Et que ce soit les jeux vidéo Star Wars, les films... les séries d'animation qu'il y avait, je pense que je consommais que ça. Et du coup, j'étais ultra fan et je pense quand j'étais tout petit, le but de ma vie, c'était refaire ça. C'était vraiment, du coup, j'étais un peu là-dedans. Et après, du coup, j'ai regardé des tutos, je pense, pour essayer de refaire ça. Et après, suite à ça, j'ai découvert les montages Call of, j'ai découvert d'autres films, d'autres effets. Et je pense que j'ai pris goût à chercher et à réussir à refaire les choses que je voyais en fait au cinéma. Donc je pense que ça vient vraiment, la toute base, ça vient de là. Je pense qu'il n'y a pas plusieurs d'autres rêves. Mais après, plus j'apprenais, plus je découvrais un peu ce milieu-là, et plus ça me faisait kiffer, et plus j'étais en mode, ok, j'ai trop envie de savoir le faire vraiment professionnellement, et qu'il n'y a rien que je sache pas faire, quoi. C'est un peu ça qui me fait kiffer. Quand tu parles des montages Call of, est-ce qu'on parle bien c'est pas dans une sorte de studio Call of où tu revois la partie, et c'est toi qui redirige la caméra pour refaire des plans ? Ça, c'était un des outils qu'on utilisait. Mais du coup, ça ressemble énormément à ce qui se fait maintenant, quoi. Mais je me rappelle, tu rebougeais la caméra 3D, volée, tu suivais la grenade qui allait dans la pièce. Exactement, c'est ça. Okay, c'est ça. C'est des frag movies. Ouais, on enchaînait des grands kills avec une bonne musique et tout. L'âge d'or de YouTube. C'est beau. C'était Diablo X9 ? Il y avait Diablo X9, oui. Mais c'est toi. Comment tu décrirais votre patte, genre vos parties artistiques
parti pris artistique. Et genre comment vous vous différenciez des autres boîtes aussi, genre. Et si je peux rajouter une question aussi, est-ce que vous avez déjà eu des projets où c'était trop, tu vois, ou est-ce que vous avez des limites où en fait en termes de 3D et de VFX vous pouvez quasi tout faire quoi. Voilà. Bah, je pense pour répondre à Cédric sur l'artistique, je pense on s'est rendu compte avec le temps qu'on avait grave une patte artistique et c'était pour ça que les gens nous appelaient en fait. Mais au tout début on se rendait pas forcément compte. Je pense que ça vient surtout d'un goût de l'image et du travail bien fait. Et je pense que ça, pour le coup, d'avoir fait une école de cinéma et pas une école de 3D, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, on a vraiment ce regard de faire des plans beaux et des plans du coup Enfin, on a un cahier des charges un peu cinéma, même quand on fait des pubs ou du YouTube. Et du coup, ce qui nous importe, c'est vraiment faire des plans jolis, s'appliquer à faire la bonne lumière au bon endroit et pas forcément faire nos plans en 3D techniquement parce que la 3D elle est réaliste et que c'est comme ça qu'il faut faire et tout. On a vraiment ce regard de quand on voit le plan, on veut que ça soit joli, que ça soit réaliste, qu'on y croive. Bien composé. Bien composé, voilà, c'est ça. Et d'avoir toujours ce côté réaliste qui est hyper important pour nous. Et du coup, je pense que c'est même dans l'application avant les projets, on parle souvent avec les réalisateurs de cet axe de cam serait stylé parce qu'on a vu tel effet qui vient de sortir et du coup, peut-être que ton cas, tu peux le faire comme ça parce que nous, on pourrait faire ça. Et du coup, je pense que c'est ça qui donne un peu cette patte-là. On n'a pas vraiment après de référence direction artistique en mode on aime trop cet univers ou quoi, on s'adapte au projet mais je pense que c'est ça qui donne un peu la patte d'Orage si elle existe, c'est ce goût de faire une belle image et un truc très crédible. Et après en termes de 3D qu'on aurait boosté trop, on a un peu un truc où c'est peut-être un peu ce qui fait un peu notre DA aussi, c'est qu'on aime trop se mettre dans la merde en vrai et prendre des projets qu'on n'a jamais fait et on sait pas trop comment les faire et on va apprendre quoi. Il faut. Et du coup ça nous est déjà arrivé plusieurs fois où soit c'était en termes d'envergure, c'est des projets à l'étranger, international, où il y a des grandes stars et il y a pas mal de gens et pas mal de pression qu'on n'avait jamais fait, on est en mode on verra, let's go. Ou soit c'est vraiment techniquement des trucs qu'on avait jamais fait et qu'on sait pas comment faire, mais dans tous les cas tout est possible, tu vois, du coup c'est un peu ça, on fonce et pour l'instant il n'y a rien qu'on n'a pas réussi techniquement, je pense, on trouve toujours des solutions. Et à quel prix ? Vous êtes déjà retrouvé dans la sauce Oui, par contre, oui, c'est le prix de notre santé mentale, je pense. Il y a quelques projets où on a fait des nuits parce que juste ça marchait pas. Et que quand il y a un truc vraiment très précis qui est vraiment assez technique, quand tu arrives au moment où il n'y a pas de tuto qui t'explique comment faire, là t'es un peu en mode va falloir chercher comment faire. En réunissant plusieurs tutos et bidouiller, et on est toujours réussi, donc ça c'est trop cool. Et c'est les trucs les plus gratifiants, c'est quand tu arrives à faire un truc hyper technique qu'on savait pas comment faire, là on a appris et du coup s'il y a besoin de le refaire, on sait le faire. Ça c'est trop ouf. T'es aussi réalisateur, concrètement. Et est-ce que tu dois essayer de trouver une sorte d'équilibre dans ta carrière entre genre réalisateur, VFX artiste ou diriger des équipes, genre comment est-ce que tu gères tout ça? Je me considère pas comme réalisateur en vrai, même si j'ai déjà réalisé pas mal de trucs. J'ai déjà fait des pubs, des clips et des courts-métrages. Mais c'est vrai que je fais principalement à 95% Orage et je suis graphiste 3D principalement du temps. Mais c'est vrai que la réalisation, c'est un truc qu'au début, je n'étais pas que j'aimais bien. Enfin, je pense que j'ai fait des projets parce que je sais pas trop pourquoi. Je pense que je kiffais dès le début, mais j'avais du mal à admettre que je voulais vraiment devenir réel. Et du coup, il y a peu de temps que j'ai un peu compris que c'est ce que je voudrais faire, je pense, dans un futur lointain. Et j'aime toujours être graphiste, mais c'est vrai que le côté réalisateur, c'est vraiment cool. Et en fait, j'adore être sur les tournages, j'adore penser au storyboard avant, j'adore suivre tout le projet, vraiment de l'écriture à la livraison. C'est de la réal, quoi. Donc c'est un peu de la réal au final. Et du coup, c'est vrai que cet aspect-là est cool, mais c'est vrai que c'est dur à gérer et j'ai pas encore trouvé, je pense, l'équilibre parfait. Orange, je prends beaucoup de temps. Et du coup, t'as forcément un univers à toi aussi, je pense. Que t'aimerais mettre toutes tes capacités, même ton entourage et tout, autour d'une idée que t'as, tout ça. C'est en prenant le projet en main que tu peux mettre... maintenant, je veux dire, vu le level, tu peux faire de belles choses, quoi. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut pas... je peux pas dire, ok, je suis réalisateur à Orage Studio et maintenant on va réaliser les pubs. Ça marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire que nous, on est là pour les effets spéciaux et on sera là que pour ça. Non, mais pour des projets perso, je pense plus. Pour les projets perso, voilà, ça, c'est toujours possible. Et c'est vrai que là, j'aimerais bien arriver à un stade où, justement, professionnaliser aussi ce côté réalisateur et créer des projets qui soient des projets qui viennent de moi perso, mais qu'on puisse tous travailler comme on a fait pour Orage, travailler entre potes, mais aussi sur les tournages... et que on puisse tous vivre de ça aussi. Enfin, ce serait un peu un but, quoi. Ça serait trop bien. Sur une pub classique, il y a peut-être
aller entre 5 et 15 plans VFX maximum, et déjà s'il y a 15 plans, c'est déjà une assez grosse pub. Alors qu'un long métrage ou même une série, on peut parler genre de 500 plans, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes durées. Faut du coup avoir des plus gros locaux, parce qu'il y a peut-être genre 50 personnes qui vont venir pendant peut-être 6 mois. Enfin, c'est vraiment une autre structure. Ouais. Et nous, on a notre workflow qui marche bien parce qu'on aime bien bidouiller, être entre nous, s'entraider, trouver des solutions, des fois des effets pas forcément académiques mais qui marchent bien juste sur ce plan-là. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas dans un workflow long métrage où il y a beaucoup plus de normes, beaucoup plus même de normes de sécurité pour pas que ça fuite. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Où je pense techniquement on pourrait le faire si on s'en donne les moyens, mais pour l'instant on essaie déjà on est quand même une jeune boîte, même si on a 4 ans, on essaie déjà de structurer ça, et ça peut être après une piste d'exploration. C'est ça. Les deux sont pas forcément incompatibles, on peut essayer d'avoir les deux. Mais pour l'instant ça serait trop changer l'ADN d'Orage brutalement, quoi. Ça serait vrai qu'on mette toutes nos forces que dans ça, et qu'on change brutalement tout, et ça c'est intéressant. Tu parlais de cadrer de manière en termes de sécurité et tout, pour pas que ça fuite et tout, sans nous révéler les secrets de comment vous sécurisez les projets ambitieux des influenceurs ou quoi. Comment c'est des clauses de confidentialité, c'est du tout ça, mais en fait dans notre milieu, donc YouTube, PubClip, en vrai on signe du coup des fois sur les gros projets, genre surtout par exemple une grosse marque va sortir un nouveau produit, je sais pas, McDo va sortir un nouveau burger, un truc comme ça, enfin. Là, on signe des contrats comme quoi on n'a pas le droit d'en parler. Ouais. Ou les labels qui vont sortir un album d'un artiste, là, voilà, on signe juste des contrats en fait. Qui, je pense, du coup, si on lit qu'on est dans la merde, mais en soi, il n'y a pas de contrôle plus que ça. Oui, contrairement à la fiction où tu rebosseras plus jamais avec eux, par contre. Mais oui, voilà, et on est peut-être blacklisté de tout Paris, mais bon. Alors que vraiment, tu peux avoir des poursuites, je pense aussi, si jamais. Oui, tout à fait. Voilà. Mais oui, t'as pas de contraintes à suivre pendant le processus du travail, quoi. C'est ça. Parce que même en termes de piratage, donc ça, tu vois, je vois, je sais pas, les jeux vidéo GTA 6, les trucs qui leak, les trucs comme ça. Genre, après, c'est des mecs en interne qui ont fait de la merde, mais en interne, on a 2-3 petits trucs de sécurité qu'on essaye de, genre des VPN, on peut pas se connecter à notre réseau comme ça, on a un réseau local, donc même si on se fait pirater, ils ont pas accès à nos projets. Mais après, voilà, s'il y a quelqu'un qui vient travailler chez nous et qui décide de son plan, évidemment, il l'envoie sur YouTube, voilà. Ouais. Bon, après, chacun a sa conscience professionnelle aussi, je pense, et ne le fait pas. C'est clair. Mais contrairement, pour juste montrer la différence avec la fiction, il y a vraiment des normes à respecter, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais il y a vraiment les serveurs où sont stockés doivent être dans une pièce, il faut entrer par code ou empreinte digitale. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Tu vas avoir des copies dans 2 endroits différents, physiquement des endroits différents dans la ville. Et il y a vraiment un gars, par exemple, de Netflix qui vient checker que tu as bien ça dans tes locaux. Et si tu n'as pas ça, tu peux pas faire les projets. Donc ça fait partie de la charte. C'est pas le même niveau du tout. Et puis c'est un gros investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire l'infrastructure sécurité. Enfin, Puis c'est des prods de toute façon, plusieurs millions. Donc oui, j'imagine que tout est. Ok, je savais pas qu'il y avait une surveillance de structure en fait. Ouais, il y a des normes en fait. T'as le truc sur un petit disque dur externe, ça suffit pas, quoi. Ça marche pas. Petite clé USB. C'est bon. Ça met dans la poche. T'as le fermeture éclair. Plus c'est discret, moins t'as de chances de te faire avoir. Alors que tu fais un coffre-fort, les gens ils ont envie de le forcer. T'as une petite clé USB. C'est vrai. T'es nickel. Après, je sais pas s'il y a cette terrasse en clé USB pour une série Netflix. C'est des proxys. Du coup, est-ce que tu as un projet favori au sein de Orage, de ce que vous avez fait Est-ce que tu as un petit préféré Il y a un projet que j'ai pas du tout aimé faire parce que on s'est arraché la tête et c'était hyper dur sur le moment. Mais je trouve le résultat vraiment cool et assez fier. C'est un clip qu'on a fait. Bon, c'est un plan séquence de 3 minutes où en fait il y a une meuf qui chante du coup en plan séquence dans une salle de bain. Et en fait, à fond comme une bougie pendant tout le long du son. Et du coup, ça c'était vraiment, vraiment galère. Parce que ça font pas les meufs, les femmes, pas les comme femmes. ça. Les femmes, les hommes, ça ne font pas. Et du coup, c'était déjà, il est assez joli visuellement, il est hyper beau, je trouve. Et fallait vraiment que ce soit très réaliste. Et le fait que ce soit en plan séquence, en fait, qu'on peut pas couper, ça nous fait faire en fait un plan de 3 minutes. Et c'est une giga galère. J'imagine. Je sais pas si je dois rentrer dans les détails de comment on l'a fait, mais c'était vraiment compliqué. Ok. Du coup, pour ce projet-là, en fait,
le but était du coup qu'elle ait des trous qui se créent dans elle au début, et qu'en fait, elle fonde un peu comme si sa peau était de la cire. Donc et il fallait que ça soit du coup très réaliste. Et du coup, pour expliquer un peu tous les détails, mais en allant rapidement quand même, en fait, il faut qu'on recrée du coup toute la femme en 3D. Donc on l'a scannée, on l'a retexturée pour qu'elle soit déjà un modèle 3D de l'artiste hyper réaliste. Ensuite, ce modèle 3D, il faut qu'on l'anime comme elle a bougé. Donc il faut qu'on recrée tous les mouvements, et du coup ça sur 3 minutes. Donc c'est un peu comme de la roto image par image, sauf que c'est de la roto anime. Donc c'est-à-dire qu'image par image, on fait la roto anime de... Vous avez fait du motion capture du coup par rapport à ça, ou pas du tout? Non, oui, non. On pouvait pas, du coup c'était juste on a refait la... Parce que quand vous scannez, pour parler des mouvements, pour l'animer tel que elle bouge vraiment, vous faites ça à l'œil ou en recréant? Ok. Il n'y a pas une session, une session où vous en studio vous la laissez bouger. Comme du décalcage en fait. En fait tout d'abord on crée la caméra en 3D, donc c'est-à-dire on fait le tracking de la caméra. Donc ça nous permet d'avoir le même mouvement que la caméra qui était sur le tournage. Et après on replace, du coup on a aussi un scan de toute la pièce où ça a été fait. Donc c'est-à-dire qu'on a la caméra à la bonne échelle dans la pièce. Donc ça nous permet de savoir, on a vraiment comme le petit plateau virtuel sur notre logiciel. On place ensuite l'artiste à la même position où elle était, donc on prend pas mal de mesures, pas mal de photoref sur le jour du tournage. Et une fois que c'est ça, on va dans notre vue caméra et on décalque presque en fait les mouvements qu'elle a fait. Et c'est voilà. Et du coup, vraie question, pourquoi pas en motion capture ce genre de projet? C'est quand tu veux mettre quand tu veux mettre de l'animation directement sur l'acteur, motion capture. C'est le cas, vu qu'il faut que sa peau fonde. En fait, c'est que la motion capture, ça aurait pu être possible, mais en fait, on fait ça quand il y a un personnage entièrement en 3D. Mais là, en fait, il fallait qu'on ait le vrai rush, et du coup, on aurait dû filmer la même chose, mais du coup, dans un studio de motion capture, avec du coup une tenue motion capture, et il fallait qu'elle refasse exactement les mêmes mouvements, ce qui est du coup pas possible, puisque c'était vraiment des micro-mouvements comme ça, où elle chante. Okay. Une danse, c'est des mouvements plus amples, ça aurait pu se faire, parce que c'est une chorégraphie, tout ça. Mais là, en fait, fallait qu'on fasse exactement la même, comme si on faisait un deuxième tournage. En plus, c'est un plan séquence de 3 minutes, donc il faut dire que la caméra doit faire le même mouvement, ce qui est impossible parce que chaque micro-mouvement se voit, et si c'est pas la même chose, ça marche pas. Mais c'est plus subtil, quoi. Mais vous pouviez pas directement faire la captation dans le vrai studio comme vous l'avez fait, directement, elle, en motion capture? Du coup, non, parce qu'elle, du coup, elle aurait une combinaison de motion capture. Oui. Oui, mais étant donné qu'elle est recréée de toute manière en 3D. Non, on ne recrée pas tout en 3D. Ok, d'accord. Oui, non, les carapaces que vous mettez en gros. Oui, c'est les endroits où ça va fondre. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Parce qu'il y a quand même faire de la peau et notamment des visages, je pense que c'est les trucs les plus durs à faire en 3D. Les yeux et tout ça. Du coup, on essayait au max de garder le vrai... Okay. En gros, on l'a recréé tout en 3D et après, on le mettait à la 3D sur les zones où il y avait besoin de la 3D et on le fondait avec le vrai rush. Pour que ça soit... pour que ça marche bien et qu'on garde le maximum de rush réel possible. Et du coup, une fois qu'on avait toute cette animation-là, on a dû simuler du coup une bougie qui fond. Donc là, on passe par un autre logiciel qui s'appelle Houdini, qui est un logiciel vraiment de simulation. Où là, du coup, on a fait des tests pour trouver comment ça peut fondre pour que ce soit joli, pas que ça fonde trop vite, pour qu'il y ait des trous qui se créent, Enfin voilà, il y a plein d'étapes pour au final arriver juste à que quand sa caméra tourne tout autour d'elle en plus, et des trous se créent dans son corps. Du coup, des fois, on voit à travers son corps, donc il faut aussi recréer du décor. En fait, il y avait plein de petits trucs. Du coup, ça faisait partie des projets qu'on n'avait jamais fait avant aussi. Et qui, du coup, m'a fait kiffer d'avoir réussi à faire ça, c'était vraiment cool. Et je pense que le petit kiff en plus, c'est qu'après, on a été sélectionné, enfin, le projet a été sélectionné à Berlin au musique, je sais plus comment ça s'appelle, mais le festival de musique à Berlin, enfin de clip, à Berlin, BMVA, je crois que ça s'appelle. Et du coup, on y était allé sur place, donc c'est toujours un peu cool d'aller sur place. Et du coup, il y avait plein de clips dans la catégorie meilleur VFX, donc contre d'autres studios français et internationaux, des gros studios, et on a gagné meilleur VFX sur cette année-là. Du coup, c'était vraiment trop cool. Enfin, c'est un peu reconnaissant de se dire, ok, tout ça pour avoir, tout ça pour ça. Même si on s'en fout du prix au final, c'était quand même cool. Arrête. On fait ça pour les prix. Évidemment. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de tournage à l'étranger avec des gros artistes en anglais, etc. Ça vous est arrivé de vraiment avoir des grosses galères, genre face à des artistes qui sont peut-être trop exigeants ou où la communication passe pas, par exemple? Je sais pas vraiment d'exemple. Il y a des fois des artistes un peu... Dans les clips, les pires situations, c'est quand ils sont un peu désagréables parce qu'ils ont la flemme d'être là. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, c'est les labels qui veulent faire les clips. Et en fait, ils s'en foutent un peu. Du coup, ils viennent parce que ils ont pas le choix. Mais du coup, ils sont pas du tout coopératifs.
Mais bon, en soi, c'est tant pis pour eux, juste ils auront moins de prise, donc des plans moins beaux, et voilà. On n'a jamais eu de grosses galères qui fait que le projet s'est pas fait ou le plan n'est pas possible à faire, quoi. On arrive toujours à s'en sortir, généralement. Et comment vous estimez la valeur d'un projet, genre du fait que ça peut être un peu parfois abstrait, la demande de la personne qui s'y connaît pas en VFX? Comment est-ce que vous faites pour estimer, on va dire financièrement, mais aussi en termes de temps, en termes de d'application, de nombre d'équipes et tout? Bah ça, on a pas mal appris du coup sur le tas aussi. Et en fait, vu qu'on connaît pas mal, on connaît bien la chaîne de post-production et comment on arrive globalement, à chaque fois, on sait comment faire l'effet. Donc on sait on aura besoin de tel poste, tel artiste, pendant combien de jours. Donc bon, c'est toujours un peu hypothétique. Généralement, on arrive à plutôt bien... maintenant, on arrive à bien prévoir le nombre de temps qu'il faudra pour faire le plan. Mais du coup, quand il y a un effet à faire qui est peut-être un peu abstrait, nous, on trouve toujours des références, parce que ça peut être, comme tu dis, ça peut être un rendu peut-être cartoon à la Pixar, ou un rendu très réaliste, ou alors un rendu même dessin animé. Enfin, ça peut être, en fait, un plan peut être fait de plein de manières différentes. Du coup, d'abord, on essaie de vraiment trouver des références pour savoir ce qu'ils veulent faire vraiment, qu'on se mette bien d'accord. Et une fois qu'on sait ce qu'ils veulent faire, nous, après, on sait comment le faire. Et du coup, on sait qu'il y a par exemple besoin de 2 artistes en 3D, un artiste pour faire du compositing après, et qu'il faut peut-être faire de la roto. Du coup, on vend des jours de travail par artiste. D'accord. Voilà. Et chaque artiste a son prix à la journée, et voilà. Et ça fait un budget global après pour les faits. Et du coup, donc tu parlais de la chaîne de production, entre guillemets. À quel moment toi t'es impliqué là-dedans? Du coup, c'est du début à la fin? Ouais. C'est ça, ouais. C'est vraiment tout le début, comme je disais tout à l'heure, tout le début dès la conception des plans. On est là dès le début avec la prod et les réalisateurs. Après, on négocie. Au début, on est pas mal avec le réal pour savoir du coup ce qu'il a en tête. Après, on est pas mal avec la production pour essayer de comprendre les enjeux financiers, parce que des fois, le réal veut faire des effets de fou, mais en fait, quand on parle à la prod, ils sont en mode ok, il est gentil, mais nous, on n'a pas cet argent-là. Donc, descendre un petit peu. Donc, il y a un petit ping-pong là-dessus. Et après, on est en contact avec les équipes. Nous, après, on leur dit le réal, il veut tel effet. Et on les oriente qu'il va falloir travailler comme ça, faire ça, ça, ça. Donc, nous, on suit vraiment le projet du début à la fin. Et je pense que ça rejoint un peu la question que tu posais tout à l'heure, ce qui nous différencie avec d'autres studios. Je crois que nous, vu qu'on est vraiment impliqués dans chaque projet, on les suit du début à la fin. Je pense que c'est ça que les gens aiment bien aussi, c'est qu'ils ont un seul interlocuteur. Généralement, c'est nous. On a vraiment tout en tête. Et du coup, on se passe pas les projets, quoi. Les équipes peuvent tourner les graphistes entre eux en fonction de leur dispo, mais nous, tant qu'il est pas livré, on le garde et c'est notre bébé, quoi. Et on va jusqu'au bout du truc. Peut-être des fois, on s'applique peut-être un peu trop, ce qui est un peu, ce qui nous fait perdre des heures de sommeil, mais. Mais pour le client, c'est pas un défaut. C'est ça. Il y a un projet assez récent aussi que tu as fait récemment, donc c'est en réalisation pour le coup, qui est du coup très différent de ce que tu as l'habitude de faire, qui s'appelle Les Bourraches, et du coup c'est un court-métrage. Avec des effets pratiques principalement. Donc est-ce que tu peux parler un peu de la volonté de pourquoi justement faire un truc aussi différent? Quand je fais de la réalisation de projets du coup plus perso, parce que là c'est vraiment un projet, c'était pour le Nikon Festival, donc c'est des projets de moins de 2 minutes. Pour celui-ci précisément, bizarrement, vu que je fais des effets spéciaux tout le temps et que j'ai toujours un peu en tête toujours les making-of de vieux films de science-fiction, il y avait beaucoup de maquettes, il y avait beaucoup d'effets pratiques, et du coup je pense que j'ai toujours ce fantasme un peu de pouvoir faire des maquettes et pouvoir et puis j'adore les miniatures, je trouve ça trop bien. Et du coup je pense, vu que je fais beaucoup d'effets spéciaux toute l'année, quand je fais des projets perso, je me dis ok, je vais m'éloigner au maximum et faire vraiment des trucs pratiques. Et il y a toujours des effets spéciaux du coup, pour changer des choses, et voilà, parce que j'ai un peu cette expertise là, donc c'est un vrai plus de pouvoir de se connaître là-dedans. Mais du coup j'essaie de faire le maximum de choses en pratique, parce que c'est un peu toujours pareil, c'est que vu que je sais pas faire et que je connais pas, je me dis ok, let's go, j'ai jamais fait avec des maquettes. Là, c'était avec des insectes, plus des maquettes. Du coup, j'ai jamais filmé avec des insectes. Je trouve ça trop stylé, let's go, on y va. Du coup, stop motion? Non. Même pas? Non, c'est un peu cet aspect-là, un peu saccadé. Ouais. Je kiffe les films en stop motion, genre j'adore ça. Et du coup, je voulais vraiment avoir des maquettes. Je trouvais ça ouf que quand tu filmes des maquettes, les maquettes qu'on avait, c'était assez réaliste. Tu n'as pas trop de notion d'échelle, tu peux pas trop savoir si tu filmes un vrai bâtiment ou une maquette, selon comment tu l'éclaires. Du coup, je trouvais ça grave intéressant de mettre des insectes là-dedans, parce que d'un coup, un insecte au milieu d'une rue, c'est un giga monstre.
Et du coup, je trouvais ça grave cool. Et puis les insectes, ils font leur vie, il n'y a pas besoin de stop motion, ils se déplacent, ils font des trucs. Et ils ont des mouvements un peu... ouais, et en fait, de base, ils ont des mouvements trop bizarres, oui, en fait. Vrai, oui. Alors, des fois, ils font des trucs comme ça. Mais... Et en tout cas, c'est très très beau, l'aspect visuel est vraiment très maîtrisé, c'est très joli à regarder. Merci. Je vous conseille d'aller voir ça s'appelle Les Bourraches. Et c'est filmé par Théo aussi, qu'on a déjà eu dans le podcast. Oui, tout à fait. Chef opérateur Théo, du coup. Et il n'y avait pas un clip justement de Théo, où justement c'était aussi de la miniature? Si, c'est un clip qu'on a fait ensemble aussi, que j'ai réalisé, et où Théo était aussi chef-op là-dessus. Généralement, toutes mes conneries, c'est Théo qui est chef-op dessus. Et oui, c'était des miniatures aussi, et c'est un peu là, on a fait la première fois qu'on a filmé des maquettes, c'était avec ce clip-là. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et là, du coup, on avait juste des petites voitures au milieu des rues. Ouais. Et du coup, on a voulu un peu pousser ce délire-là avec encore plus de maquettes. Puis via le contact du maquettiste qu'on avait sur ce tournage-là, on a rencontré un peu le petit univers de la maquette à Paris aussi. Du coup, là, on avait plein de maquettes différentes, plus des insectes. On était en mode, c'est trop stylé. Trop bien. Dernière petite question pour terminer, c'est quoi Est-ce que tu as une actu, des futurs projets, un petit truc à teaser Je sors un livre. Non, pas du tout. Ça aurait été bien. En vrai, pas trop. Ouais. Juste les courts-métrages que j'ai réalisés l'année dernière et l'année d'avant sont en festival en ce moment. C'est ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure? Alors, les bourrages qu'on a mentionnés tout à l'heure, ils sont à Cholet, justement, au festival Hot Milk. Du coup, fin septembre, là. Donc voilà, si vous voulez passer voir Avec Ronald Guérin. Tout à fait. Et l'autre court-métrage que j'ai fait, qui est un peu plus long, qui s'appelle Meilleur c'est mieux, qui est un 20 minutes, une comédie musicale de rap de 20 minutes. Lui est en festival actuellement, donc un peu partout en France, et j'espère, on a envoyé, j'espère qu'il sortira sur les plateformes, soit France Télévisions, soit Canal+. Voilà. Très bien. Classe. Trop cool. Et du coup, on va pouvoir passer Et peut-être, est-ce que tu as des envies là pour le futur proche, tu vois, parce que tu me disais peut-être plus de perso ou alors d'autres choses, des envies que vous avez envie de faire avec Orage Je pense qu'on aimerait bien garder notre cap actuel, on est plutôt content avec le rythme qu'on a. Donc avec Orage, stabiliser ça et toujours faire des projets cool, des nouveaux défis techniques, des trucs comme ça. Et après en projet perso, développer la réal plus. J'ai 2-3 courts-métrages que j'ai écrits que j'aimerais bien concrétiser et voilà, globalement. Pas de projet fou non plus, mais voilà, développer ce qui a été commencé. Très bien. Trop cool. Et du coup, on va pouvoir passer au petit jeu. Oui. Alors du coup, il me semble que c'est un jeu qu'on n'a pas encore fait dans le podcast jusqu'ici, normalement. C'est encore un jeu, il faut deviner le film. Par contre, du coup, cette fois, ça va être avec le casting. Donc, c'est-à-dire, en gros, je vais vous dire un acteur, et vous allez pouvoir faire un guess de film, par exemple. Puis je donne un deuxième acteur, puis un troisième, puis un quatrième. Et il faudra trouver le film dans lequel ils sont tous les quatre. Très bien. Voilà. Nickel. C'est clair ? Donc vraiment en off, juste avant, Flavio nous expliquait que son plus gros défaut, c'est qu'il ne se souvient du nom d'aucun des acteurs, aucun réal. Donc parfait. Donc si je dis une bonne réponse, c'est que c'est de la triche. Exceptionnel. Non, de la triche. Évidemment, j'ai choisi que des films très connus, très populaires que tout le monde connaît, et j'ai essayé de prendre des acteurs aussi que à peu près tout le monde connaît, j'imagine, même si on va voir. Sinon, on sort les téléphones et on compte les photos. Non, mais ça va le faire. Ouais. Au pire, je serai dernier, c'est pas grave. Vous êtes prêts ? Oui. Yeah. Donc, premier film, John Travolta. Grease. Non. Blowout. Non, je vais peut-être pas vous laisser faire des guesses à l'infini. Moi, j'attends t'attends. la deuxième pro par là. Ah, on a un nombre à l'infini qu'on peut proposer. Je peux ouvrir ma gueule pendant... J'hésitais, parce que sinon je te dirais John Travolta et tu me dis toute la filmographie, tu vas finir par trouver. Oui, oui. Mais je pensais à un par acteur, mais bon, voilà, une fois que j'ai dit les quatre, de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ok. Deuxième acteur, Jared Leto. Ok, je viens de comprendre. Ouais. Et qui sont tous les deux dans le même film. Pourquoi tu passes à un autre film? Mais ok. Ah oui, ok. Lord of War. Oui, putain. Lord of War. Non. Waouh. Ok. John Travolta et Jared Leto. Tout à fait. J'ai peut-être pas commencé par le plus facile, ceci. Ok. George Clooney. La ligne rouge. Ouais. Oh, Ah putain, bien joué. Ok. Bien joué, Martin. C'était La ligne rouge. De Terrence Malick. Ouais, il était pas si facile, hein. Bien trouvé. Très bien. Deuxième film. Mathieu Amalric. Et il joue le vilain dans Quantum of Solace. Oui. Et le truc, c'est que si je vous dis dans quel film il a joué, ça donne un peu des indices aussi Non, mais... du film que ça n'est pas, quoi. Donc, Vas-y, j'attends le prochain. très bien. Donc,
Donc c'était Mathieu Amalric, je répète. Léa Seydoux. Casino Royale. Non, c'est Spectre ou Casino... c'est un James Bond. C'est pas un James Bond, du coup. Non, c'est pas un James Bond, ok. Léa Seydoux et un méchant de James Bond. C'est un acteur français. Bref. Il n'est pas défini par le fait d'être un méchant de James Bond. Harvey Keitel. Ouais. Ah, J'ai le droit de regarder ou pas à quoi il ressemble? Inglourious Basterds? Non. On est sur une prod hollywoodienne. 4e acteur, du coup actrice. Tilda Swinton. Vous l'avez? Oh. Tu vois pas qui c'est Tilda Swinton? Mais si, quand je vais voir le visage. La reine dans Narnia. Ah ok, ah oui, largement. Ok. Okja? Non. En effet, il y a deux acteurs français et 2 acteurs pas français. Donc c'est quand même un gros indice, je pense. J'adore ce jeu, c'est tout ce que j'aime. Non, et puis en plus, vos guesses sont pas mal. Hein. Mais j'aime bien vos propositions. Enfin, les guesses de Martin. Peut-être. C'est un Wes Anderson. Peut-être. C'est un Wes Anderson, c'est... The French Dispatch. Non, mais je crois qu'il joue dedans aussi. Hein. Non, mais je crois qu'il joue sûrement dedans aussi. Ah putain, le western là. Mais c'est un Wes Anderson. Vas-y, nous direz-nous. Bah oui. La vie aquatique. Moi, je vais tous les faire. Ouais. Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Hotel, tout à fait. Putain. T'es laborieux. Ok, 3e film. Timothée Chalamet. Ce sera pas le rôle principal. Donc vous avez l'acteur, vous voyez qui c'est? Pas de guess pour l'instant? Bah si, attends, je sais pas, Charlie à la chocolaterie. Non, c'est Willy Wonka. Willy Wonka, Wonka ouais. tout court. T'as compris. Vas-y, dis le bout du prochain. Matt Damon. Interstellar. Ah putain. Je me douterais bien que tu l'aurais avec ces deux-là. Ouais. S'il y en a un que je pouvais avoir, c'était celui-là. Ah je ouais. suis mort. Ouais. J'avais pris Topher Grace et Casey Affleck. Interstellar. C'est Interstellar. Ouais. Bravo Flavio, putain. Bien vu, hein. Tu vois comme quoi. Ouais, bah Là, tu pars défaitiste et en fait. Non, tu les connais grave en fait. Le champ des possibles. 4e film. Premier acteur. Jon Favreau. Qui est aussi un réalisateur. Iron Man. Très connu. Non. Je sais pas. Vous voyez, mais moi. Celui qui joue le. Je suis avec toi. Le... Si jamais. T'es pas seul. Peut pas y avoir la gueule. Celui qui joue le sidekick de Iron Man. Le sidekick. Son garde du corps. Son garde du corps un peu. Il joue dans plein un de peu comédies au début bisu. des années 2000. Ah, celui qui joue Pam. Attends, pas April. Happy Hogan. Happy. Oui, Ok. Et il jouait dans Serial Nocer et dans plein de comédies. Ah ouais, ok, je vois. Bon, ce mec-là, Ok. Qui est un putain de réal maintenant qui a fait des trucs de ouf. depuis longtemps d'ailleurs. Ouais. Kyle Chandler. C'est très connu. Toi, tu vois pas qui c'est, toi? Pas qui c'est. Il est hyper connu en tout cas. Mais il est très connu. Hein. Ça va. J'aime bien ça. Ça me fait. Enfin, je peux vous Bah, donner c'est des un exemples, film. C'est un film. Bah oui, mais c'est un indice. Ça veut dire que c'est pas ce Kyle film-là, Chandler, c'est le père dans Dans Super Super 8. Ouais, ouais. Super vite. Super 8. Super 8. Et du coup, maintenant que je donne cet indice-là, vous savez que c'est pas Super 8 le film. Jean Dujardin. Ah, Monuments Man. Non. The Artist. Non. Un film américain, Jean Dujardin. Loup Wall Wall Street. Street. Putain. Ah, c'était un peu en même temps. On verra ça sur le signal. On verra à la Le VAR. signal audio. On va le donner à l'air. À la VAR. Merci Cédric. Allez. Ok, 5e film. Il y en a 7 en tout. Michael Fassbender. 2e acteur, actrice. Léa Seydoux. Glorious Bastards. Oui. Ah putain. Propre. Peut-être un peu trop fort à ce jeu-là, Martin. Et j'avais prévu Mike Myers et Daniel Brühl. J'aime bien les noms, j'aime bien les acteurs. Ah, les photos de la distribution du film. Là. Je pensais pas que ce serait autant déséquilibré entre les Surfer genres. critique. Oh la bête de casting ce film et tout. Ok. Ouais. Avant-dernier film. Bryan Cranston. C'est Breaking Bad. Voilà. Bon, moi je peux dire une série, ça serait pas une série. 2e acteur. Paul Giamatti. C'est qui? C'est un super acteur. Tu l'as vu Winter Break ou pas au final? Bah je vois, du coup je vois c'est le rôle principal. Ouais, le Qui rôle chauve. principal. Ouais. Ok. 3e acteur. Vin Diesel. Il faut sauver le soldat Ryan. Ok, putain. Et j'avais Matt Damon en dernier. Bryan Cranston dans Soldat Ryan. Ouais, je l'ai réalisé en. Je l'ai faisant pas, du- mais Ouais. Vin Diesel avec ces acteurs-là. Bah ouais. Il joue quoi dans Soldat Ryan? Je sais pas. Mais... Faut que je revoie le film pour. Et il est dans le film.
C'est en faisant le jeu que j'ai vu qu'il était au casting du film. Coupé au montage peut-être, mais... Non, j'ai vérifié. Avec vu le nombre d'acteurs, de personnages et tout. Il était pas connu, enfin, tu vois, c'était il y a 20 ans. Oui. Une silhouette, oui. un petit personnage. Et du coup, le dernier film, celui-là, ça va être un peu plus dur à mon avis. Je vais l'avoir, je pense. Ouais. Vas-y, Flavio. Allez. Dernier film, du coup. Michael Douglas. Ok. Deuxième acteur, actrice. Angela Bassett. Je sais pas. Actrice black très connue. Une femme d'une 50aine d'années, je dirais maintenant, à peu près. Strange Days. Bah, c'est la maman dans Black Panther. Ok. Enfin, c'est la reine. Tilda Swinton. C'était qui le premier, pardon? Michael Douglas. Ok. Et Robert Redford. Donc, que des pointures. Vieux film. 2000, année 2000, un truc comme ça. Trafic? Non. Out of Africa. Non. Je pense qu'il va être difficile, celui-là. Mais le film est ultra connu. Après, il y a ultra connu Harry Potter et ultra connu... The Game? On est plus sur un ultra connu Harry Potter. Wall Street. Ah ouais, ok. Non. On est sur un truc giga populaire. Et c'est pas les acteurs principaux? Donc imagine, Évidemment. ces 4 pointures-là ne sont pas les acteurs principaux. Attends, redis les noms. Michael Douglas, Angela Bassett, Tilda Swinton, Robert Redford. Est-ce qu'on est plus sur un film connu parce que c'est un très grand réalisateur ou c'est un film connu parce que c'est une très grande saga Plutôt le deuxième. Ok. C'est plus un truc populaire. Ok. Ouais, c'est plus... Ok. Tous ces acteurs, ils ont joué dans des Marvel. Peut-être. mais pour moi, pas ensemble, tu vois, pas au même moment. Avengers Endgame. La scène de l'enterrement. Bah, c'est tout, dans tout le film, de toute façon, c'est tout au long du film. Ils sont pas forcément tous dans la même scène, mais... T'as juste dit un Marvel, il a fait oui. Non, mais j'y pensais. Le seul moment où il y a le plus de monde, c'est peut-être Endgame, quoi. C'est probablement le plus gros mais casting mec, de l'histoire du cinéma. Encore. Bah non, c'est tout, c'est ce que j'avais prévu. Bravo Martin. Bravo qui a Martin. remporté ce jeu. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels, sur YouTube, Instagram, Spotify, les plateformes et compagnie. On tient à remercier le studio Garnier de nous avoir accueillis. C'était cool de leur part, du coup, de nous avoir prêté ce super lieu. Et puis, merci Flavio de t'être joint avec nous. Merci à vous. Merci Flavio. Très bonne C'était cool. très bon moment. De ouf, Bonne c'était grave discussion. cool. Désolé si j'ai pas été très clair tout le temps et tout, mais Ah non, tu l'as très été. bien. Tu l'as été. C'était très Génial. nickel. ravi. Merci d'être venu. Et puis, merci les gars. Merci. Cédric. Merci à vous. Et on se revoit au prochain épisode. Salut. Salut tout le monde. Salut.